Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode d'Avenir, donc le podcast immobilier de Télescope. Je suis très heureuse aujourd'hui de recevoir Adrien Pelleri, qui est CEO et cofondateur de Estia. Donc salut Adrien, comment est-ce que tu vas? Ça va super, merci Vanna. Donc aujourd'hui, on va essayer d'en apprendre un petit peu plus sur toi, sur Estia. Donc j'ai hâte que tu nous expliques un petit peu tout ça. Est-ce que tu pourrais commencer peut-être par nous expliquer ton parcours avant, une petite présentation pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas? Ouais, bien sûr. Donc moi je m'appelle Adrien, donc je suis cofondateur de Estia. Et avant ça, j'étais déjà entrepreneur. J'avais monté une première entreprise dans le secteur des avantages salariés, donc rien à voir avec l'immobilier. Donc on digitalisait notamment les cartes cadeaux que les entreprises donnent à leurs salariés, notamment au moment de Noël. Et donc on avait monté une boîte avec mon associé pendant un an, qu'on a ensuite revendu à une scale-up qui s'appelle Swile, qui fait partie maintenant des licornes françaises. Donc, on a bossé pendant 2 ans chez Swile pour développer la brique cadeau. Et suite à cette expérience, on s'est relancé dans une nouvelle aventure entrepreneuriale qui est Estia, avec un tout autre sujet et un défi encore plus passionnant. Très bien. Et au moment où vous lancez Estia, est-ce que vous partez d'un constat, d'une expérience personnelle, un intérêt particulier pour l'immobilier? Ouais, complètement. Nous, mi-2022, c'était le moment où les taux d'intérêt commençaient à augmenter. Donc, ça mettait un petit peu en lumière toutes les difficultés d'accès au crédit, plus globalement dans notre entourage proche et voire nous-mêmes qui étions directement concernés. En fait, c'est super dur d'obtenir un crédit parce qu'en fait, même quand on a des situations qui sont pas trop mal, quand on est entrepreneur, quand il nous manque un petit peu d'apport, on n'est pas en CDI, en fait, on galère à emprunter. Et donc, nous, on gravitait autour des sujets un petit peu fintech et autres. Et on s'est aperçu que sur le sujet du crédit immobilier, finalement, les critères, ils n'avaient pas évolué depuis une dizaine d'années. Et donc, on avait envie voilà, de dépoussiérer un petit peu ce marché-là. Donc, on parlera du sujet du leasing immobilier plus particulièrement un peu plus tard dans le podcast. Mais est-ce que tu peux me présenter qu'est-ce que Estia en une phrase? Ouais, Estia, on a une solution de financement pour aider des acquéreurs qui sont solvables, mais non finançables, à devenir propriétaires de leur logement, leur résidence principale notamment. Pour toi, à quel problème est-ce que Estia aujourd'hui répond notamment avec le leasing immobilier? Tu l'as déjà un petit peu introduit tout à l'heure en parlant des taux d'intérêt, etc., tout ce qui est des personnes qui sont solvables mais pas finançables. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment est-ce que Estia répond à ces problématiques du marché? Bien sûr, d'où la problématique qu'on résout, c'est la thématique de l'accession à la propriété. Et donc, en fait, nous, on s'adresse à tous ceux qui veulent acheter, qui veulent emprunter, mais qui ne sont pas finançables auprès d'une banque traditionnelle. Donc, nous, on est une alternative au crédit immobilier classique qu'on connaît. D'accord. Et donc comment est-ce que ça se passe du coup pour un utilisateur? Est-ce que tu peux nous expliquer tout le parcours en fait, de vos utilisateurs? Ouais, bien sûr. En général, les clients, les particuliers vont d'abord solliciter une banque ou un courtier pour savoir s'ils sont déjà éligibles à un crédit immobilier classique. Et nous, en fait, on est une alternative, on est un peu le courtier de la seconde chance, c'est-à-dire, nous, on a une utilité seulement si le client n'est pas finançable auprès d'une banque classique. Si c'est le cas, on lui encourage à aller voir sa banque et à obtenir son crédit, puis on est hyper content pour lui. Mais si jamais il a un projet de vie qu'il ne peut pas réaliser parce que une raison X ou Y fait qu'il ne peut pas avoir de crédit, là, dans ce cas-là, on va intervenir. Et pour être éligible à notre solution, nous, on va d'abord s'assurer que le client sera en mesure de nous racheter le bien dans un deuxième temps. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi il ne peut pas avoir de crédit auprès d'une banque classique et est-ce qu'il sera en mesure d'en avoir un dans les 24 prochains mois. Si c'est le cas, en fait, nous, Estia, on va acheter le logement à la place du client et ensuite, on va signer un contrat de leasing. Le contrat de leasing, très simple. En fait, ça va permettre au client d'emménager dans la maison ou l'appartement. Et dès le départ, on se met d'accord sur le montant du loyer, la durée du contrat et le prix de l'option d'achat. Voilà. Très bien, bah, justement, j'allais te demander à quel moment dans tout ce parcours-là, est-ce que le client il devient propriétaire et du coup pour vous, vous regardez quels critères? Enfin, c'est des critères un petit peu classiques, mais est-ce que vous avez une approche assez propre à Estia? Ouais, en fait, nous, on est les seuls à faire ce qu'on fait. Donc, en fait, on crée notre propre métier. En fait, nous, la question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qui fait qu'un client ne peut pas avoir de crédit aujourd'hui? Et la deuxième question qu'on va se poser, c'est est-ce que ce même client, qu'est-ce qui ferait que dans 2 ans, la même banque qui le refuse aujourd'hui, qu'est-ce qui ferait que cette même banque l'accepte dans 2 ans? Si effectivement une personne n'a pas de revenus, pas d'apport, pas de perspective d'évolution ou quoi que ce soit, nous, on n'est pas une solution magique, on ne pourra pas non plus accompagner le client.
Mais en fait, il y a plein de situations, même dans la plupart finalement des situations, en fait, tout est débloquable sous 2 ans. Quelques exemples concrets. Une personne qui est pas en CDI, elle peut être entrepreneur, profession libérale, CDD, intermittent, etc. Elle a besoin d'avoir 3 années de bilan comptable consécutif pour pouvoir emprunter. Et donc parfois, quand la banque vous dit bah, vous avez un bilan comptable, revenez me voir dans 2 ans et je vous finance, mais là j'ai besoin d'avoir plus d'historique. Bon, en fait, le client potentiellement il gagne très bien sa vie, il a de l'apport et paradoxalement, il ne peut pas avoir un crédit. Alors que la même banque, elle est prête à payer super cher pour l'avoir en client dans 2 ans. Donc nous, on intervient par exemple dans ce genre de situation. Également un client à qui il manque un petit peu d'apport. La banque lui dit, bah, vous avez un profil stable, des bons revenus, seulement il vous manque 2-3% d'apport pour être un peu plus confort. Et donc revenez me voir dans 6 mois et je vous finance. Sauf que potentiellement, l'acquéreur, bah, il va acheter aujourd'hui, puis si dans 6 mois, le bien lui sera passé sous le nez, etc., etc. On a également d'autres problématiques, je peux en citer quelques-unes, parce qu'on ne s'adresse pas uniquement aux jeunes actifs, mais aussi à des personnes qui ont, je sais pas, une problématique de divorce. Parfois, pour une raison purement administrative, elles ne peuvent pas emprunter. Il y a des gens également qui sont déjà propriétaires, qui sont parfois un petit peu âgés pour une banque, et donc ils ne peuvent pas avoir de pré-relais. Des gens qui veulent vendre un bien avant d'acheter le prochain, sauf qu'ils veulent acheter avant de vendre. Donc là, aujourd'hui, ils se retrouvent bloqués. Donc il y a plein de situations un petit peu pas si atypiques que ça, mais qui font que finalement des gens ont des bonnes situations, mais qui se retrouvent paradoxalement bloqués. Et dans tout ce parcours, comment est-ce que vous, Estia, de votre côté, est-ce que vous sécurisez ce parcours-là? Vous êtes accompagné par des institutions, vous avez des partenariats, comment est-ce que ça se passe? Oui, en fait, nous, on a des partenaires financiers qui nous permettent d'avoir les ressources financières pour acheter les logements à la place des clients. Donc, nous, on ne possède pas de logement. C'est vraiment le client qui va lui-même trouver un bien sur le marché et qui va nous le proposer, soit sur une plateforme, soit via un agent immobilier, peu importe. Mais nous, on n'a pas de stock de logement. Et donc, nous, on va pouvoir acheter le logement à la place du client grâce à nos partenaires financiers qui nous permettent d'avoir une poche d'argent dans laquelle on peut piocher au fil de l'eau. Et sinon, sur la partie plus opérationnelle, en fait, c'est nous qui scorons nous-mêmes les clients, qui scorons les biens immobiliers, qui s'occupent de toute la gestion. OK. Au niveau de votre modèle économique, du coup, comment est-ce que vous vous rémunérez avec Estia? Alors nous, on va se rémunérer en facturant justement des frais de dossier auprès des acquéreurs, comme des frais d'agence en quelque sorte, hein, ce qui va nous permettre, nous, de nous rémunérer sur chaque transaction, globalement. Et je voulais savoir au niveau des types de biens, pour lesquels vous proposez du leasing, c'est uniquement des biens résidentiels, hein, pas de Ouais, tout à fait. Aujourd'hui, on fait uniquement des biens résidentiels en France. On opère presque partout en France. On va nous juste s'assurer que les biens qu'on achète sont considérés comme liquides. Donc, on va éviter de se positionner sur des biens trop atypiques qui sont certes attractifs pour certains. Et nous, on a besoin de pouvoir revendre le logement rapidement si jamais la personne décide de ne pas lever l'option d'achat. Donc, voilà, il y a quelques critères, mais sinon, on peut faire des deals dans tous les départements. Très bien. Donc là, on a parlé un petit peu de la partie B2C. Il me semble que vous avez des partenariats du coup avec des pros immobiliers, donc agents immobiliers et courtiers, si je dis pas de bêtises. Oui, Vous, vous proposez un deal gagnant-gagnant. Est-ce que tu peux nous en parler? ouais, ouais, tout à fait. Nous, on a un positionnement en fait très complémentaire avec les activités des courtiers et des agents immobiliers. En fait, il faut avoir en tête que lorsqu'une transaction immobilière n'aboutit pas, en fait, tout le monde est perdant. Évidemment, l'acheteur qui voulait acheter mais qui ne peut pas, le vendeur qui voulait vendre mais qui ne peut pas, donc il se trouve aussi bloqué avec un bien qui a envie de se séparer. Et puis en fait, lorsqu'une transaction n'aboutit pas, en fait, bah, tout le monde perd sa commission. L'agent immobilier, le courtier, le notaire, la banque, enfin bref, tout le monde est perdant. Nous, en fait, on est plutôt une solution qui va permettre finalement à tous les acteurs de la chaîne de l'immobilier à réaliser plus de transactions. Euh, Concrètement, si une transaction sans nous, elle était amenée à ne pas aboutir, en fait, finalement, nous, si on intervient, bon, on permet à l'agent immobilier de sortir son mandat plus rapidement, on permet au courtier de trouver une solution à son client et d'être payé par Estia en tant qu'apporteur d'affaires. Donc, c'est là où finalement, on n'est pas en concurrence avec les agents ou les courtiers. Au contraire, on est plus une solution qui leur permet de convertir des deals qu'ils auraient perdus autrement, quoi. Oui, c'est hyper intéressant. Et cette idée de partenariat, vous l'aviez eue dès le début? Est-ce que vous vous êtes rendu compte au fil du temps que c'est quelque chose qui pouvait se mettre en place? Bah, on l'avait en tête dès le début. Forcément, nous, on est persuadé que dans l'immobilier, pour qu'une solution puisse avoir de l'ampleur et vraiment avoir de la croissance sur un marché, notamment en France, ça passe
par les courtiers, ça passe par les agents immobiliers. C'est comme ça que le marché fonctionne. Mais effectivement, en tous les cas, nous, il fallait avoir plus de ressources financières, plus d'historique sur notre activité pour être aussi crédible vis-à-vis des acteurs historiques, ce qui commence à être le cas. Donc, on est très content que ça commence à se mettre en place voilà, de manière plus industrielle aujourd'hui, mais on l'avait en tête dès le début. Parler du leasing immobilier, est-ce que pour toi, ça peut devenir un standard, sur le marché? Complètement, nous, le but, c'est pas de remplacer le crédit immobilier. Encore une fois, nous, on n'est pas en compétition avec les banques. On est vraiment nous une alternative. Il y a énormément de situations où en fait la banque refuse un client et le paradoxe, c'est que cette même banque, voilà, encore une fois, est prêt à payer super cher pour le récupérer en client finalement dans les 24 prochains mois. En fait, nous, on est vraiment un backup. Donc, on pense qu'on peut devenir un vrai standard, un vrai plan B finalement pour tous les clients qui veulent acheter mais qui ne peuvent pas à l'instant T. Et donc, c'est là où je pense que demain, nous, on sera distribué par les banques. Alors qu'aujourd'hui, c'est par les agents immobiliers et les courtiers. Donc, on pense que demain, les banques proposeront une solution similaire, soit maison de leur côté, soit avec nous, justement, pour qu'on puisse gérer toute la gestion derrière. Pour revenir un petit peu sur Estia, au niveau de l'équipe, du coup, que tu as créée aujourd'hui, vous êtes combien? Vous êtes situés, à Paris? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, tout à fait. Nous, on est une équipe d'une dizaine de personnes basées à Paris, dans les bureaux de Matera, notamment rue de Paradis. On est juste à côté aussi de Preto, qui est notre partenaire, qui est également rue de Paradis. Donc, il y a un début d'écosystème PropTech dans le 10e arrondissement. Donc, on est fiers d'en faire partie. OK, ça marche. Donc tu as cofondé Estia avec une autre personne? Tout à fait. Nino Spiegel, qui est mon associé, que je connais depuis maintenant. Ça fait vieux de dire ça. Ça fait quasiment 10 ans qu'on se connaît. On s'est rencontrés, voilà, quand on avait 18-19 ans, pendant nos études. Et depuis 10 ans, on a toujours monté des projets étudiants en études. Puis, bah, la première boîte lorsqu'on a été diplômé. Puis maintenant, Estia. Donc, on a un parcours CV plus que similaire. OK, et toi, en tant que CEO, depuis la création de Estia, du coup, ça a été quoi ton plus gros défi selon toi? Nous, le plus gros défi, en fait, il est assez clair, hein. Nous, c'est avoir les ressources financières pour nous permettre de multiplier les acquisitions immobilières. En fait, nous, dès le départ, on a senti qu'il y avait un vrai besoin sur le marché. En fait, c'est quand on en parle à des agents IMO, quand on en parle à des courtiers et surtout quand on en parle à des particuliers, des acquéreurs. En fait, tout le monde connaît quelqu'un qui veut acheter mais qui ne peut pas, qui est frustré, qui a une situation pourtant qui n'est pas si mauvaise que ça. Donc en fait, on sent qu'il y a une vraie problématique structurelle sur le marché, pas uniquement liée à la conjoncture des taux, etc. Même quand les taux étaient à 1%, en fait, quand on n'est pas en CDI, bah, on est mal considéré par la banque. Enfin, les banques ne sont pas à même d'innover et de pouvoir répondre à la demande, notamment de la nouvelle génération en termes de profil, etc. Donc il y a une demande et un besoin structurel énorme. La vraie difficulté pour nous dès le départ, c'est en fait avoir l'argent pour acheter des apparts, quoi. Et forcément, lorsque les taux ont augmenté, le marché de la dette privée dans l'immobilier, c'était compliqué de lever de l'argent sur un modèle innovant. Donc, par définition, il n'y a pas vraiment de track record, d'historique. Donc, par définition, c'est plus risqué. Donc, c'est vraiment ça, nous, le challenge principal, quoi. Et entre 2022, donc au moment où tu as quand même un contexte de marché immobilier qui est plutôt, c'est le marché il est plutôt bien. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus fragile. Est-ce que tu ressens quand même une différence, vous, de votre côté? Ouais, nous, on sent qu'il y a toujours de la demande. Évidemment, lorsque les taux augmentent, ça amplifie le nombre de refus. Et parfois, nous, on est les premiers surpris à avoir des gens qui nous sollicitent, qui ont des super profils et qui sont refusés par leur banque, quoi. Où on se dit Ouais. qu'effectivement, il y a quelques années, potentiellement, ces clients-là auraient été chassés par les banques, etc. Ils auraient pu des clients très importants dans les portefeuilles. Et parfois, ils viennent chez nous parce qu'effectivement, ils ne cochent pas les cases. Donc ça, on s'en aperçoit. Donc c'est sûr que nous, on en profite également, mais ça nous confirme aussi dans notre idée qu'il y a un vrai besoin structurel, un vrai trou auquel on essaie nous de répondre. Pour, parler un petit peu de l'année 2026, est-ce que, tu peux nous partager un petit peu les priorités d'Estia pour cette année? Ouais, bien sûr. Nous, l'idée avec Estia sur 2026, ça va être de tout simplement doubler la taille de notre portefeuille, hein, pour déployer environ 50 millions en termes d'acquisition immobilière. Donc, ça va être vraiment ça, nous, l'objectif principal, hein, c'est toujours pouvoir avoir plus de quantité tout en préservant évidemment la qualité des opérations,
tant sur les profils des acquéreurs qu'on accompagne que sur la qualité des actifs qu'on achète. Donc question un petit peu plus personnelle, enfin, sur ton point de vue peut-être un peu plus personnel en tant que CEO, où est-ce que tu vois Estia dans 3 à 5 ans? Dans 3 à 5 ans, je pense que Estia, c'est une solution de financement qui est en fait distribuée, non pas par juste notre équipe Estia, mais qui est vraiment distribuée par tous nos partenaires, évidemment les agents immobiliers, évidemment les courtiers, mais surtout en fait demain les banques qui, je pense, peut-être que certaines voudront développer une solution maison, comme je disais, mais je pense qu'en fait, un métier comme le nôtre, qui est vraiment à la croisée des chemins entre gestion immobilière, analyse crédit. En fait, on fait beaucoup de métiers à la fois. Et je pense que les banques sont pas à même de le gérer en interne. Donc, je pense que demain, nous, on sera la brique leasing des banques pour qu'elles puissent préserver tous les clients qui les sollicitent, qu'elles ne sont pas capables d'accompagner, pour finalement les préserver dans leur écosystème, plutôt que leur dire, je ne peux pas vous accompagner, laisser repartir le client dans la nature, sachant qu'une fois que le client est parti, il ne reviendra pas. Donc, on pense que le endgame pour nous, ce sera d'être distribué par les banques. Et alors votre activité, elle est en France pour le moment. Est-ce qu'il y a un projet de s'étendre peut-être en Europe? C'est dans un coin de notre tête. On sait que les besoins, les symptômes, en tout cas en Europe, sont similaires dans d'autres pays, notamment au UK, où la crise du logement est très dure, frappe très fort. Idem dans d'autres pays latins, que ce soit en Espagne ou en Italie. C'est un petit peu moins le cas en Allemagne. Donc on sait que les symptômes sont les mêmes. C'est très tentant d'avoir une vision, une approche européenne, mais on est aussi pragmatique et il y a un terrain de jeu assez formidable à aller chercher en France. Donc on est aussi aujourd'hui honnêtement très concentré sur le marché français. On arrive un peu vers la fin du podcast et je fais en général un petit jeu avec les invités. Donc c'est un jeu où je vais te poser 2 situations et tu vas me dire laquelle tu préfères. Parfait, let's go. Let's go. Alors, est-ce que tu préfères permettre d'acheter plus vite ou sécuriser davantage les parcours? C'est une bonne question. Je dirais sécuriser les parcours parce qu'évidemment, plutôt on achète, le mieux c'est sur le papier, mais je pense qu'en fait, nous, la vraie aussi valeur ajoutée, c'est évidemment de pouvoir acheter plus vite, mais c'est aussi permettre aussi à un client de rectifier un petit peu sa trajectoire. Forcément, une fois qu'un client il a emménagé dans son logement, qu'il a signé un contrat de leasing, il sait qu'il a une option d'achat, il est on track, il est vraiment concentré pour pouvoir obtenir son crédit. On pense que on crée aussi un changement de comportement pour justement faire en sorte que le client puisse automatiquement mettre de côté, épargner et rendre son dossier plus finançable, présentable vis-à-vis d'une banque. Donc, encore plus que de se dire qu'il emménage dès maintenant, c'est surtout que finalement, on lui permet d'avoir ces conditions, ce comportement de propriétaire day one. OK. Est-ce que tu préfères convaincre les banques ou bien convaincre les agents IMO? Je préfère convaincre les agents immobiliers. Convaincre les banques, c'est pas les plus simples. Non, je pense qu'évidemment, en fait, les agents immobiliers, là où c'est très intéressant de pouvoir échanger avec eux, c'est qu'encore une fois, on a une approche qui est parfaitement complémentaire. Nous, on vient juste leur créer du business supplémentaire. Donc, c'est beaucoup plus simple de pouvoir aussi tester le partenariat ensemble, alors que forcément, avec une banque, tout est plus long, tout est plus difficile. Donc, même si l'argent a énormément de valeur, c'est quand même plus simple pour nous de pouvoir travailler avec des agents immobiliers. Mais on fait les deux. OK, j'entends très bien. Est-ce que tu préfères transformer l'accès à la propriété ou bien transformer le financement immobilier? L'accès à la propriété, en fait, comment on le fait en créant une nouvelle solution de financement. Donc, comment on le fait, c'est comme ça. Mais moi, ce qui me drive, je viens pas de l'immobilier, je viens pas non plus du monde du financement ou de la dette ou quoi que ce soit. Moi, avant STH, je connaissais rien. Et moi, ce qui me drive, ce qui me passionne et la raison pour laquelle je me lève le matin, c'est qu'effectivement, je me dis que je peux réinventer en quelque sorte l'accession à la propriété, avoir un impact super fort sur le parcours, les trajectoires de vie de nos clients. Et c'est vraiment ça la finalité, quoi. C'est que évidemment, on pourrait aussi le faire pour des marchands de biens ou des professionnels. Le business plan change pas tant que ça.
Mais en fait, moi, ce qui me passionne le plus, c'est finalement avoir aussi un impact sociétal très fort et avoir un impact fort sur la vie de nos clients. Bah, on va finir sur ce super beau message. Merci beaucoup en tout cas Adrien pour tout ce que tu nous viens de nous partager, pour nous avoir parlé de Estia et de vos projets et puis, on te souhaite, plein de belles choses pour l'avenir. À toi et Estia. Bah, écoute, merci beaucoup. En tout cas, merci pour l'échange. C'était un super moment. Merci. Merci. Ciao.